Oui, mais ce qui me rend triste, c'est que la vie et le roman, c'est différent. Je voudrais que ce soit pareil. Mais ça ne l'est pas. Bonne année! Meilleurs vœux, la santé, la fin du patriarcat, tout ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est une tradition annuelle sur cette chaîne et sur YouTube et Booktube de manière générale. Je vais vous présenter mes meilleures lectures de l'année sans ordre particulier. En fait, tous ces livres m'ont marqué pour des raisons très différentes et on est sur une sélection qui est très hétéroclite en termes de genre, en termes de style, en termes d'époque, etc. Il y a un chapitrage en bas pour passer au livre suivant si jamais il y en a un qui vous intéresse un peu moins. Et aussi, je vais parler assez lentement, je pense, il n'y aura pas beaucoup de montage. Donc n'hésitez pas non plus à me traiter comme un vulgaire podcast et à laisser cette vidéo tourner en fond pendant que vous faites votre vie, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti le besoin de faire un mode d'emploi de cette vidéo. Bref, c'est parti. Et on commence très fort avec Moby Dick de Herman Melville. C'est un roman qui est sorti en 1851. Moby Dick, c'est un grand classique de la littérature américaine et de la littérature du 19e. Donc il y avait de fortes chances que ça me plaise et ça n'a pas raté. Je me suis embarquée avec énormément de plaisir dans ce voyage, dans cet extraordinaire voyage que j'ai fait en fin d'année dernière. Je pense que vous avez certainement une vague idée de ce dont il est question ici. Ce grand roman raconte l'histoire d'un capitaine et de son équipage qui pourchassent une baleine blanche parce qu'elle a emporté la jambe du capitaine. Herman Melville a été marin lui-même pendant de nombreuses années, il a notamment été embarqué sur des baleiniers, et donc il s'inspire de sa propre expérience, mais aussi des écritures bibliques notamment, et en fait on sent que c'est un homme qui est habité par des questionnements existentiels extrêmement puissants. Son roman parle d'obsession, bien sûr, et il est surtout connu pour ça, mais c'est aussi un texte qui parle de soumission à l'autorité, de comment et pourquoi un groupe va suivre son chef jusqu'au bout, jusque dans la folie. Et c'est donc aussi un roman qui met en scène l'aliénation, la solitude, le rapport à sa propre fin. Bref, c'est extrêmement dense, et en même temps, on est emporté par ce récit qui est majoritairement un huis clos sur le bateau. Et chaque personnage est pour moi comme un rouage qui reste en place et en même temps qui tire, qui propulse le récit vers sa fin qui est inexorable et qui est annoncée dès le début. Je vous laisserai découvrir de quelle manière. D'ailleurs, j'ai trouvé que ce livre était assez brillant dans sa manière de distiller, en fait, de nous annoncer la fin sans nous l'annoncer. À plein de moments, on a des sortes de jalons qui sont posés, on a très envie de connaître la suite. Bref, lecture extrêmement marquante pour moi et dont je vais vous parler en fait plus longuement dans une autre vidéo parce que j'ai vraiment trop de choses à dire sur ce livre. Mais disons que dans le cadre de mes meilleures lectures de 2023, je ne pouvais pas passer à côté. Même si je tiens juste à dire que c'est clairement pas un livre que je recommande à tout le monde parce qu'en fait, c'est monstrueux comme livre. Déjà, c'est très très long, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment un pavé. Et c'est un pavé dans lequel on a de très très longs passages assez techniques sur la pêche, sur la navigation. Il y a notamment des passages très longs et très pénibles sur la meilleure manière de dépecer un animal, en l'occurrence une baleine. Donc c'est quand même... Il faut se le farcir, quoi. Et c'est aussi un roman qu'il faut, comme on dit en France, remettre dans son contexte. C'est-à-dire que c'est un roman ici qui fait vraiment l'éloge de la colonisation. C'est un roman dont les femmes sont complètement absentes et qui, de manière générale, et c'est de là aussi que vient son côté monstrueux, témoigne d'une manière d'être au monde qui est extrêmement violente et extrêmement sombre. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire de tout ça et de la vision qui est celle de Melville dans ce livre. Moi, ça m'a tout simplement fascinée et obsédée, et comme dit, je vous en reparlerai très bientôt. Si je me suis enfin lancée dans Moby Dick, c'est grâce à un autre livre qui de prime abord n'a rien à voir. Il s'agit de Mâchoire de Monica Ojeda. Une excellente lecture de littérature contemporaine équatorienne sortie en 2018. Mâchoire raconte l'histoire d'une lycéenne qui va être enlevée et séquestrée par sa prof de français. C'est un texte extrêmement bizarre avec une construction... en gros, on a une succession de flashbacks et de changements de focalisation qui vont nous permettre de recoller un peu le puzzle de comment on en est arrivé à cet enlèvement et cette séquestration. C'est un récit extrêmement bizarre et riche qui parle d'horreur, qui parle de lesbianisme, qui parle aussi de la manière dont les femmes entre elles peuvent reproduire la violence patriarcale.
Franchement, je crois que c'est vraiment un des textes cette année qui m'a le plus accroché, dans le sens où quand je posais le livre, je continuais à y penser, et dès que je me remettais à le lire, je tournais les pages vraiment sans m'arrêter. Il y a quelque chose vraiment d'extrêmement fascinant dans ce texte, et si jamais vous avez vu une vidéo que j'ai faite plus tôt dans l'année, dans laquelle je parlais des Weird Women Writing Weird Books, ici on est complètement dedans, c'est vraiment de la weird littérature qui pose un regard féministe, mais qui là aussi s'inscrit dans une sorte d'esthétique de la monstruosité. Et une des choses aussi qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est que donc tout le roman se passe vraiment dans un contexte de lycée, de cours, et il y a ce personnage de la prof de français qui travaille avec ses élèves, et en fait c'est le prétexte pour l'autrice de vraiment mettre en scène une forte intertextualité, de convoquer toutes sortes de références, et de parler d'horreur aussi. Et en fait, à certains moments où elle parle d'horreur, elle parle de Moby Dick d'une manière que j'ai trouvée vraiment flamboyante, hyper intéressante, ce qui lui permet de déployer toute une réflexion sur l'horreur et sur l'obsession. Et je m'étais fait la réflexion que comme on est dans un contexte scolaire, qu'on a toutes ces références à la littérature, on pouvait penser à ce livre comme de la Weird Academia. Donc si ça vous évoque quelque chose et si ça vous donne envie, jetez-vous sur Mâchoire. Et simplement, je ne l'ai pas précisé parce que ça me semblait évident, mais sachez que c'est un récit très graphique et très glauque. Voilà. Et c'est tout ce que j'aime en fait. Oh, je suis contente de parler de ce livre. Parmi mes meilleures lectures de 2023, il y avait Femme de Joanne Nessel. Joanne Nessel est une icône lesbienne américaine. Elle est née dans les années 40 et elle est vraiment issue du milieu ouvrier juif new-yorkais. Et ce livre est un recueil d'articles et de conférences qu'elle a prononcées et écrits sur le lesbianisme. Et elle s'intéresse particulièrement à la dynamique butch-femme. Si ça vous dit quelque chose, en fait, les butch et les femmes étaient des couples très stigmatisés dans les années 60. Enfin, toutes les lesbiennes étaient stigmatisées dans les années 60. D'ailleurs, je fais aussi un petit avertissement sur ce livre parce que il y a un certain nombre de récits des violences subies par les lesbiennes dans les grandes villes des années 60 à ce moment-là, notamment des violences policières. C'est pas aussi graphique que ce qui est raconté dans Stone Butch Blues pour les personnes qui l'ont lu, mais voilà, c'est quand même extrêmement violent à lire. Mais les couples butch-femmes étaient aussi stigmatisés dans les communautés queer parce que perçus grossièrement comme répliquant des dynamiques hétéros. Et Joanne Nessel, en fait, elle va décrire les réifications très différentes qui sont projetées sur les lesbiennes butch, donc les lesbiennes très masculines, on va dire, on va schématiser comme ça, et les femmes lesbiennes qui sont au contraire très, qui ont une présentation de genre très féminine. Et en fait, elle apporte dans tout ça énormément de nuances, de complexité. Elle montre ce que toute la culture lesbienne et en fait le féminisme de manière générale doivent à ces femmes. Et elle parle de tout ça comme des affirmations et des choix qui sont hyper courageux. Elle théorise et elle développe un peu une réflexion autour de ça. Et parsemé au milieu, on a en fait de courts textes beaucoup plus personnels dans lesquels Joanne Nessel raconte ses rencontres avec d'autres femmes. Et c'est des textes qui sont hyper puissants, qui sont très érotiques aussi par moments, que moi j'ai trouvé vraiment très très beaux. Joanne Nessel, elle a une très belle plume qui m'a vraiment énormément touchée. Si jamais vous le feuilletez en librairie, lisez juste un morceau du premier texte qui s'appelle « Je suis » et vous verrez si ça peut vous plaire. Mais moi en tout cas j'ai adoré ce recueil très personnel que j'ai trouvé extrêmement touchant et extrêmement intéressant. Ensuite, je voulais vous parler de toutes les nuits les amants de Mieko Kawakami. C'est un roman que j'avais lu en début d'année et il m'a vraiment marqué parce que j'en ai parlé plein de fois depuis. Mieko Kawakami, c'est une autrice contemporaine japonaise et en fait dans ce roman, elle met en scène un personnage féminin qu'on va suivre dans le Tokyo contemporain. Et c'est vraiment une histoire de descente aux enfers. On a un personnage qui va très mal, qui sombre dans l'alcoolisme. Et de prime abord, il y a une sorte de froideur dans l'écriture parce qu'en fait, on suit un personnage qui est vraiment extrêmement vide, qui est totalement coupé de ses émotions, et pour qui tout va changer lorsque elle va faire la rencontre d'un personnage masculin. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, mais ce que je pense qu'il faut savoir, c'est que ce roman n'est pas ce qu'on pense qu'il pourrait être. Les 100 premières pages peuvent être assez déroutantes, mais ensuite il y a comme tout un puzzle qui se met en place et qui nous permet de comprendre ce personnage. Finalement, c'est un récit qui aborde le sujet du traumatisme et de comment on vit avec ça. Et
En fait, il y a vraiment quelque chose dans l'écriture qui m'a extrêmement touchée parce que Mieko Kawakami, elle parvient vraiment à déployer un récit et une écriture qui collent au contour du personnage, qui épousent les contours du personnage. C'est-à-dire que comme le personnage est coupé de ce qu'il ressent, on a une écriture qui est très visuelle, qui est très axée sur la lumière, et aussi la manière dont l'autrice décrit ce personnage masculin et son arrivée dans la vie du personnage principal. J'ai trouvé que c'était une dynamique très différente de ce qu'on pouvait voir d'habitude, dans le sens où là on a un personnage féminin qui est très gris et qui va rencontrer un homme qui lui apparaît comme extrêmement lumineux. Donc voilà, roman un petit peu bizarre, mais qui m'a profondément touchée, auquel je repense énormément. Pour moi, c'est vraiment une sorte de variation. En fait, ce livre est une variation autour des anomalies de la lumière. Voilà. Oh, je suis contente de ma formule. En plus, je trouve que ça le décrit bien. Donc voilà, je recommande De toutes les nuits les amants de Mieko Kawakami. Ensuite, waouh, alors là on passe complètement sur autre chose. Je voulais absolument recommander une nouvelle fois Rester barbare de Louisa Yousfi. C'est un essai qui est paru aux éditions La Fabrique et très honnêtement, en fait, j'ai lu beaucoup de sciences sociales en 2023, mais j'ai aussi lu beaucoup d'essais comme celui-là, c'est-à-dire vraiment des livres dans lesquels un auteur ou une autrice va développer un point de vue. Et parmi tous ceux que j'ai lus, Rester barbare de Louisa Yousfi était vraiment mon essai préféré de 2023. C'est un livre dont il est difficile de parler parce qu'il est assez court et c'est pour ça aussi que j'ai très envie de le recommander parce que c'est vraiment un livre coup de poing qu'on lit extrêmement vite et dans lequel Louisa Yousfi, qui est journaliste, en fait elle va parler de colonialisme, elle va parler du rapport qu'on peut avoir à des pays comme la France, surtout lorsqu'on est enfant de parents issus de l'immigration, on va dire ça comme ça, et en fait c'est un livre qui est profondément incendiaire, qui est extrêmement fort, dans lequel en fait elle développe son point de vue en prenant plusieurs exemples dans la culture contemporaine. Notamment elle écrit de très belles pages sur le poète algérien Kateb Yassine, mais aussi sur des artistes de rap comme Booba et PNL. Et en fait Louisa Yousfi c'est vraiment, je trouve, quelqu'un qui a un sens de la formule qui est assez extraordinaire. Si vous la connaissez pas d'ailleurs, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram, elle poste fréquemment des choses qu'elle écrit, où elle réagit notamment à des choses qui peuvent se passer dans l'actualité. Et Dieu sait que, étant donné l'actualité en ce moment, je pense qu'il est extrêmement important de lire ce genre de livre, dont le sujet, je pense, pourrait très bien se résumer à la dernière phrase d'un des premiers chapitres. Il était une fois des civilisés, des monstres et des barbares. Le titre, Ya Faransa, sous-titré Qu'as-tu fait de nous ? Et elle précise dans les notes que c'est le titre d'une chanson de Zaidi El Batni, qui signifie en arabe « Ô France », et où il est dit notamment dans la chanson « Ô France, qu'as-tu fait de nous ?» Donc voilà un essai coup de poing que je recommande très très fortement. Ensuite, encore un livre bizarre. Alors, je me suis rendu compte au moment de ma lecture que j'avais adoré, mais plus le temps passe et plus je réalise à quel point ça m'a marqué. Je voulais parler de Mon corps de ferme de Aurélie Olivier. La meilleure manière de le décrire, c'est de vous lire la 4e de couverture, où il y a juste écrit cette succession de phrases. « J'ai vécu 18 ans à l'intérieur d'une ferme, j'ai vécu 18 ans à l'extérieur d'une ferme, j'ai la majorité des deux côtés, j'en ai assez des deux côtés. » Et ensuite, le livre se compose comme ça de petits paragraphes de poèmes en prose. Et en fait, on a un texte très percutant et très poétique qui, avec vraiment une économie de moyens que moi j'ai trouvé extrêmement impressionnante, nous parle en fait d'exploitation, et en particulier nous parle d'exploitation de la terre, d'exploitation des animaux et d'exploitation des corps. En particulier les corps des femmes. J'avais lu cet extrait parce que je trouve qu'il est très marquant et qu'il explique bien en fait ce dont il s'agit ici. Dans le hangar devenu boucherie, les femmes solides tournent la manivelle, remplissent les intestins avec la farce, rendent le cri du sacrifice comestible. Plus loin, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée aussi. Les marges sont comme le fond des fossés, invisibles et mortels. C'est dur de parler de ce livre parce qu'il est court et parce que des phrases prises comme ça
à la pince à épiler ne rendent pas justice en fait au reste de la page, mais je vous invite vraiment à découvrir, à juste le feuilleter en librairie si vous le croisez et ensuite à le lire en entier. Moi c'est vraiment quelque chose que tant au niveau de la forme que du fond, j'ai trouvé extrêmement puissant. Et même pour moi qui ai souvent du mal à être touchée par les formes un peu trop poétiques et un peu trop abstraites, là c'est très ancré. Et notamment il y a des moments où elle donne des chiffres, où elle raconte en fait des réalités du monde agricole. Et c'est comme une sorte de tableau qu'elle peint par des touches très brutales, très vives. Voilà, j'ai adoré tout simplement. Ensuite on revient sur de la littérature un peu plus normale et classique, j'ai envie de dire. Je voulais vous parler du Fusil de chasse de Yasushi Inoue. Je l'ai lu en début d'année et je m'étais dit que j'auto-spoilais ma chaîne YouTube en disant que ça ferait partie de mes meilleures lectures de l'année 2023. Le Fusil de chasse, c'est un classique de la littérature japonaise et de la littérature mondiale, j'ai envie de dire, qui est sorti en 1949. Là aussi, c'est très court et c'est peut-être une leçon quand même instructive de cette année 2023 que j'ai l'impression d'être très souvent, très fréquemment marquée par des livres qui sont un peu extrêmes dans leurs proportions, c'est-à-dire soit des très gros pavés, soit des livres qui font moins de 150 pages et qui font comme ça des espèces de fulgurances qui ensuite me marquent énormément. En lisant Le Fusil de chasse, vous allez lire une introduction dans le récit qui est un peu bizarre, mais de laquelle se dégage une sorte de gravité, de solennité, et ensuite très rapidement vous allez lire 3 lettres écrite par 3 personnages féminins. C'est un étourdissant et magnifique roman qui reprend vraiment la figure des amants maudits, qui va parler de personnes qui se sont aimées en secret toute leur vie. Et c'est un récit dans lequel il y a une mélancolie absolument déchirante, mais qui est décrite en fait avec une très très grande pudeur, avec très peu de mots. Moi c'est un livre dans lequel j'avais le sentiment qu'on ne pouvait pas retirer un seul mot, que tout était parfaitement à sa place, et qui avait une sorte de gestion de l'émotion et du récit qui était extrêmement fine, qui était très très ciselée, et qui en fait est bouleversante par son minimalisme. J'ai pas envie d'en dire plus en fait, sachez juste que moi c'est très très rare quand même que ça m'arrive, mais c'est un récit qui m'a ému aux larmes, et qu'on retient vraiment comme une très belle image, enfin une très belle gravure de trajectoire de personnages qui sont très liés, et du coup qui vont être comme des lignes parallèles qui ne pourront jamais se rejoindre. Et voilà, moi ça m'a tout simplement bouleversée, et c'est d'autant plus bouleversant qu'il y a cette exécution vraiment littéraire qui est incroyable. C'est vraiment un petit bijou ce roman, et comme il est très court, ce serait dommage de s'en passer. Ensuite, oh là là, merveille, merveille absolue. Des femmes et du style de Azélie Fayol, un essai paru aux éditions Divergence. En fait, c'est un peu compliqué quand même de faire cette vidéo parce que là, toutes les choses dont je parle m'enthousiasment quand même énormément, et je manque de superlatifs en fait. Je manque de mots pour traduire de manière différenciée mon émotion, qui est pas la même en fonction des livres. Enfin bref, je m'emmêle les pinceaux, mais c'est pour dire que c'est difficile de parler d'autant de livres qu'on aime tant, qu'on a tant aimé. Et Des femmes et du style, alors j'ai dit de rester barbare que c'était le meilleur essai de l'année pour moi, mais franchement, Des femmes et du style, c'était quand même vraiment très bien. Azélie Fayol, elle est chercheuse en littérature, et en fait dans ce livre, elle va développer l'idée qu'on retrouve en fait dans la littérature, au-delà du female gaze, qu'on retrouve un féministe gaze, c'est-à-dire des formes de style, des formes d'écriture, des formes de façon de problématiser le récit qui, pour elle, traduisent un regard féministe et sont l'émanation de l'expérience de la domination patriarcale. Et en fait, pour développer ce point de vue, elle va s'appuyer sur un corpus qui est extrêmement large. Elle parle de littérature classique, mais aussi de littérature plus contemporaine. Il y a un corpus qui est composé vraiment d'énormément de femmes queer. Et bref, en fait, j'ai lu ce livre vraiment comme un page-turner, tellement je trouvais que le déroulé de la pensée d'Azélie Fayol est extrêmement fluide et bien construit, tellement le corpus qu'elle convoque en fait est hyper large et passionnant. Alors évidemment elle parle de choses que j'aime déjà, mais elle m'a donné aussi envie de découvrir plein de choses.
Bref, c'est vraiment un livre qui, pour moi, a ouvert un peu plein de cases dans mon cerveau. Je m'étais notamment beaucoup inspirée de ce texte lorsque j'écrivais ma vidéo sur les Weird Women. Si vous vous intéressez au féminisme et à la littérature, pour moi, c'est un livre qui est totalement incontournable. Et surtout, il ne faut pas vous laisser impressionner par le fait qu'on va parler de théorie littéraire, que peut-être ça va être un peu hermétique. Pas du tout. En fait, la pensée de l'autrice est vraiment, je trouve, travaillée pour être la plus accessible possible. Et à chaque fois qu'elle fait des références, elle explique qui est l'autrice, quel est le livre, dans quel contexte il est sorti, etc. Donc même si vous n'avez pas lu les 3/4 de ce dont elle parle, elle vous prend vraiment par la main. Et sa pensée est vraiment super fascinante. Et en fait, c'est aussi vachement important d'un point de vue politique parce que, alors qu'on se voit souvent reprocher de plaquer des lectures anachroniques sur des vieux livres, etc., en fait, la façon dont elle problématise le féministe gaze, ça permet en fait de problématiser tout à fait différemment de vieux livres, entre guillemets, enfin des autrices plus anciennes, et de parler de ce que l'expérience de la domination a fait sur la littérature, et a fait aux femmes qui écrivent. Et ça, c'est hyper important et hyper enthousiasmant parce que ça nous permet de voir que les combats qu'on porte aujourd'hui, ils sont un héritage et qu'on peut faire sororité, y compris avec des personnes qui sont mortes il y a 3 siècles. J'ai l'impression que c'est trop confus ce que j'essaie de dire et que j'arrive pas à partager mon enthousiasme. Donc je pense que le plus simple, c'est de citer l'autrice elle-même qui, page 181, nous dit « Peut-être faut-il considérer comme utopiste toute la littérature féministe, tant elle suppose un optimisme peu adéquat au monde patriarcal. Elle repose en tout cas sur une foi, aussi simple qu'évidente, il peut en aller autrement. » Et moi j'ai juste envie de dire merci à cette autrice pour ce travail de synthèse et pour toute cette réflexion que j'ai trouvée incroyable et très précieuse. Voilà. Je crois que malgré mes efforts pour être concise, cette vidéo est très longue, donc je suis désolée pour ça. Je vais passer rapidement sur cet avant-dernier livre. Il s'agit de Fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. J'étais obligée de le mettre dans cette sélection parce que voilà, c'est un livre qui m'a un peu accompagnée tout au long de l'année, dans le sens où je l'ai lu une première fois et puis en fait j'y suis revenue, j'en ai repris des morceaux. J'ai écrit toute une vidéo sur l'amour qui s'inspirait vraiment de Barthes et de ce qui est développé ici. Voilà, que dire. C'est un abécédaire sur la relation amoureuse. Roland Barthes, qui est un philosophe qui s'intéresse beaucoup au langage, va convoquer ici tout un tas de références qui, de base, ne me parlent pas du tout, telles que la psychanalyse. Et il développe aussi toute une vision de l'amour qui est très pessimiste, qui est très doloriste, et qui est pas non plus du tout quelque chose que je partage avec lui, mais voilà, en fait, cette lecture m'a fait l'impression de rencontrer quelqu'un qui m'était familier, et très différent en même temps, et qui me permettait comme de nommer des choses dont j'ai conscience mais que je veux éviter. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Mais voilà, la beauté de la plume de Barthes, la beauté de ce qui est quand même nommé ici, ça m'a profondément touchée. C'est quelque chose que je n'oublierai pas et qui m'a inspiré beaucoup de réflexions, donc voilà. Et enfin, le dernier livre, il a sa place à la fin tout simplement parce que c'est le dernier livre que j'ai lu. Je l'ai terminé pas plus tard qu'hier, au moment où j'enregistre cette vidéo. Il s'agit de Babel de R.F. Kuang. Donc là, de nouveau, on est sur quelque chose qui est très différent du reste de la sélection. Babel, c'est un roman contemporain qui est sorti cette année, mais c'est un roman fantastique, si vous voulez, un peu dans l'esprit de Harry Potter, dans le sens où on est dans le monde normal, mais où il y a une forme de magie. Et je dirais que c'est un livre, enfin en tout cas quand je l'ai lu, je me suis dit, quand j'avais 14-15 ans, j'aurais tellement adoré lire ça. Il se passe au 19e siècle en Angleterre, dans une atmosphère très dark academia. On est à Oxford, avec des personnages qui étudient la traduction, et qui étudie aussi une forme de magie liée à la traduction. Et en fait, c'est un récit extrêmement bien construit, à la fois dans sa narration, dans ses personnages, dans le système de magie un peu qu'il étudie.
Mais ce dont ce livre parle avant tout, c'est d'impérialisme et de colonialisme. J'ai été complètement bluffée par la manière dont cette autrice, en fait, elle déploie un récit fantastique qui est un petit peu classique, mais qui emprunte vraiment à tout ce qui se fait de meilleur dans le genre. On a vraiment des références à toute cette littérature très Dark Academia, mais on a aussi... Enfin, c'est impossible quand même de pas penser à Harry Potter en lisant ce livre. Et en fait, elle digère toutes ces références pour les déployer dans une histoire qui est passionnante de bout en bout, et dans laquelle on va vraiment suivre un personnage qui se rend compte qu'il est une victime du colonialisme et de l'impérialisme. Et en fait, on va vraiment suivre les tiraillements de ce personnage et les barrières qui tombent les unes après les autres lorsqu'il réalise en fait à quel point il se trouve dans une situation complètement injuste, où il est instrumentalisé par un empire. Un truc qui est très important à savoir, c'est que dans sa version originale, le livre s'appelle Babel ou la nécessité de la violence. Et en fait, c'est un livre vraiment très intelligent qui questionne la révolte, qui questionne la violence. Et surtout, malgré la longueur du livre, on se laisse totalement porter par le déroulé des péripéties qui est hyper astucieux, et tout ça nous mène à un final. Mais la fin de ce livre, la fin, c'est... En fait, bizarrement, je retiens assez peu fréquemment la fin des histoires, je sais pas si c'est votre cas aussi, mais là, toutes les 100 dernières pages, c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, j'adorerais en discuter avec des gens qui l'ont lu. Là, je peux pas spoiler, donc je suis un peu frustrée de pas pouvoir en parler. Il y a quelques maladresses, il y a quelques invraisemblances, et c'est aussi un livre que je vous recommanderais pas si vous aimez... la littérature très classique, avec un style qui est très ornementé, des descriptions, etc. Là, on est dans une forme d'efficacité du récit. Pour moi, c'est tout à fait un livre qui peut s'offrir ou qui peut être lu par des adolescents. Enfin, moi, c'est sûr que ado, j'aurais trop adoré. Et voilà, j'ai lu ça pendant mes vacances de Noël et c'était trop bien. J'étais complètement emportée et je trouve ça tellement réconfortant et tellement beau de voir des récits d'imaginaire qui parlent de colonisation et qui en parlent si bien, sans rien sacrifier à une vraie radicalité dans le propos, dans un récit qui peut être lu par la jeunesse et qui est passionnant. Voilà, tout simplement, c'était mon dernier gros coup de cœur de l'année. Pendant un moment, j'ai cru que j'allais peut-être pas en parler parce que la maison d'édition de Saxus a fait polémique par ses pratiques managériales complètement désastreuses il y a quelques années, mais parmi les livres que je vous ai présentés précédemment, il y a sans doute aussi des maisons d'édition qui sont pas ouf. Malheureusement, ça reste des entreprises avec des politiques de rentabilité, etc. Et en fait, je trouverais surtout ça vraiment dommage de se passer de ce livre et de cette autrice qui a l'air tout simplement incroyable. Donc voilà, si vous pouvez et si vous le souhaitez, lisez-le en VO, lisez-le en bibliothèque. Mais vraiment, c'est un incroyable récit que j'ai adoré. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'ai parlé pendant très longtemps, donc je suis fatiguée et j'espère que c'était quand même intéressant jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez aussi lu de belles choses en 2023, n'hésitez pas à me recommander des trucs. Si vous aimez ce que je propose sur cette chaîne, n'hésitez pas à me payer un café sur Patreon et sur Ko-fi, les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.